So, good afternoon to everybody. I'm Valerio Cignetti, the assistant of Mr. Bela Kovac, and I have to open and introduce Gabriele Adinolfi to you because, unfortunately, we have only one deputy in the Hungarian delegation here, and a few minutes ago he was called out of the panel. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci pour venir ici. On va vous présenter un review. Malheureusement, M. Kovac ne peut pas rester ici avec nous ce soir. Donc, on va essayer de vous présenter par nous-mêmes. Merci. I have to speak in English because it's official meeting, so I have to introduce the conference like this. So, Polaris is something like, it's a think tank, Italian think tank, and is trying to be the start point, in our view, for further European think tank. Polaris is an Italian think tank et il essaie d'être un point de départ pour la future Europe, un think tank. We agree on the idea of Gabriele Adinolfi that we are not in a democracy, but something like post-democracy, and only a real participation of the people, the European people, can try to preserve our autonomy and freedom. L'idée que nous ne sommes pas dans l'époque démocratie, mais l'époque de post-démocratie. Donc, on essaie de préserver l'autonomie et la liberté de cette époque. We are trying to preserve. Of course, we are not so much, we are not so many, but we are trying to preserve our Europe, our idea of Europe, to fall down as Greece, and of course this is forced to pay by his mistakes during the past few years. But we have to go out from the logic of caste system and out of the rule of the private rating agency. On essaie de préserver l'Europe, de ne pas tomber comme la Grèce qui était forcée de payer ses erreurs, et on essaie de se trouver ci-dessous du système des castes, le système de dictature, un système de notation privée. So we are working to change the present situation and return to be a sovereign community of currency, and we want to be owner of our destiny. On essaie de travailler sur la présente situation et de construire la communauté souveraine de la monnaie et de notre destin. So we are trying to facing the competition from outside Europe and keeping alive our traditional civilization. Nous sommes confrontés de la compétition qui se trouve à l'extérieur de l'Europe, et on essaie de construire et de préserver notre grande civilisation traditionnelle. So in few words, our idea is United Europe of free nation and not a melting pot. À la fin, notre idée, c'est de construire de l'Europe unie, mais pas de melting pot. Merci. Bon, maintenant c'est terminé l'introduction disons officielle, et c'est avec plaisir que moi je peux introduire Monsieur Gabriele Adinolfi, un bon ami, je crois très bien connu de la part de vous. À Gabriele. Bon, ça va, merci. Bon, ça c'est bien. Alors, bonne journée à tous. Merci d'être là. C'est une date historique, pas pour qu'on est là. C'est une date historique parce que par hasard, le 9 novembre est une date chargée de beaucoup d'effets importants dans l'histoire. J'en cite deux par hasard. Le coup d'État de Napoléon et le massacre de civils palestiniens par les terroristes de l'Irgun. Mais il y a quelque chose encore plus significatif. Il y a 22 ans, il y avait, comme vous bien savez, la chute du mur de Berlin. Et
donc c'était d'une certaine manière l'accomplissement, l'aboutissement d'un rêve de renaissance européenne aussi allemande. C'est une implication pour laquelle beaucoup de gens se sont battus longtemps et on a pu, je pense, à partir de cette époque, fêter avec un certain orgueil ce drapeau imprégné de sang. Et c'était un moment qui aurait dû, d'une certaine façon, signifier une renaissance, la naissance d'une liberté. Mais par contre, les espoirs et plutôt les illusions d'après ont été grosso modo mises très en discussion par la réalité. Parce qu'après l'implosion du système communiste, l'implosion du système soviétique, duquel on n'a pas parlé suffisamment, parce qu'on a donné très souvent les mérites à certains personnages, comme le président Reagan et comme le pape, un peu moins d'autres personnages, comme par exemple le chancelier Kohl, qui a eu un rôle très important. On a parlé beaucoup de l'implosion soviétique, on n'a pas parlé d'autre chose, par exemple de l'arrestation des flux des capitaux de l'Occident à l'Est, après soi-disant de coopération continuelle. Et après cette implosion, s'est vérifié une espèce de vide apparent qui a fait que les Américains se sont mis en discussion et ont essayé de bâtir les différentes stratégies pour garder l'hégémonie dans le monde. Elles sont bien claires, ils les ont publiées. Le principal des idéologues, c'est bien Brzezinski, mais il y en a d'autres. Et il y a eu un moment dans lequel ce qui était à l'époque un antagonisme coopérationnel entre les deux puissances qui avaient gardé des équilibres internationaux a changé. Et à ce moment-là, l'Europe, qui était grosso modo en marche, je ne sais pas en quelle manière elle était en marche, c'était une large discussion, a eu la possibilité de s'élargir énormément. Mais qu'est-ce que l'Europe? Bon, une chose, c'est les mythes de l'Europe. On sait très bien sur les mythes qui créent la réalité et sur les mythes qui permettent aux hommes d'aller de l'avant. Une autre chose, c'est la réalité, les projets de l'Europe sur lesquels se fonde aujourd'hui une certaine réalité. Le projet de l'Europe, tel qu'on le connaît, est un projet à la fois uniformisant et totalitaire, fondé sur une espèce de techno-démocratie, qui est imposée, ou qu'on essaie d'imposer, sans aucune nuance, et qui se démontre très déficitaire en plusieurs domaines. Même les logiques économiques qui sont à la tête de l'actuelle Europe sont discutables d'un point de vue économique. Nous avons une dictature du PIB, nous avons certaines considérations sur comment il faut marcher ou faire marcher la monnaie. Nous avons des chiffres qui sont donnés selon une logique exclusivement spéculo-marchande. Pas marchande, mais des spéculations de marchandises. Et ce qui, quand même, crée des énormes problèmes physiques. Et en plus, c'est une Europe déséquilibrée. Déséquilibrée entre les demi-puissances. Les demi-puissances sont les pays auxquels, par exemple, Brzezinski donnait l'attribution d'être des acteurs stratégiques comme la France et l'Allemagne, ou bien l'Angleterre, que Brzezinski ne considérait jamais un acteur stratégique parce qu'il le considérait toujours et de toute manière allié des États-Unis. Bien, parmi ces trois demi-puissances, et le reste qui ne représentent pas de vraies demi-puissances. Et nous assistons aussi, d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on pouvait s'y attendre, à une espèce de sécession en Europe entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et en plus, la logique uniformisante est une logique qui, grosso modo, essaie de détruire plusieurs cultures et plusieurs modes de vie intérieurs à l'Europe. Mais ce n'est pas tout. Il y a des choses qui manquent carrément au projet. Le projet manque d'une volonté des puissances.
les projets manquent d'une reconnaissance commune et les projets manquent justement d'une idée d'harmonie. L'Europe se résume à des commissaires qui, suivant une idéologie financière, dictent des petites lois par une technocratie dirigiste. Mais elle est bien dirigiste, mais quelle est la direction? On va vers la puissance, on va vers la croissance, on va vers la décroissance, ou bien on suit simplement des bilans abstraits qui nous permettent de faire tourner les chiffres, mais qui jour après jour créent des problèmes qui ne sont pas résolus. Voilà. Jusqu'à là, je n'ai rien dit. Je ne fais qu'un résumé de ce que tout le monde plus ou moins peut connaître ou bien savoir. Mais je pense, alors il faut peut-être essayer de trouver une autre manière de se rapporter à cet ensemble. Mais pour la retrouver, il faut partir de la base. La base est pourquoi aujourd'hui il y a l'Europe. Alors sans aller voir qui a fait ça, qui a fait cela, je parle au niveau de phénomènes et de dynamiques. On a aujourd'hui l'Europe, on a aujourd'hui les projets d'Europe pour différentes raisons. La première, c'est que ce qu'on appelle la mondialisation, mais je trouve que c'est un faux terme, a créé des élargissements des espaces et aussi l'agrandissement des acteurs. Et a créé les élargissements de marché, donc imposant grosso modo des concentrations de pouvoir que ne sont pas continentaux, on verra bien, ne sont pas vraiment continentaux, mais qui ont la tendance grosso modo à l'être. Et tout ça se base dans une situation qui est à la fois d'une concurrence et d'une convergence des capitaux. Aujourd'hui, donc, 22 ans après le mur, on parle toujours de différents acteurs. Les acteurs desquels on parle toujours sont les États-Unis d'un côté, et puis nous avons un sigle qui est BRICS, ça serait Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa. C'est faux en fait parce que cet ensemble ne va pas toujours la main dans la main, mais il est vu comme le grand ensemble mondial qui est en train de gagner de l'espace. Alors entre les États-Unis qui essayent de garder leur hégémonie et ces autres pays qui sont en train de la gagner, on trouve cette Europe avec un point négatif. Parce que bon, l'Europe se trouve aussi dans une situation particulière. Nous avons d'un côté les pays ou le peuple qui sont satisfaits physiquement, et ce sont ceux qui font de moins d'enfants et qui ont plus d'acquis sociaux, plus d'acquis à niveau législatif. Et il y a des pays qui ont faim et qui sont en train de grimper, qui font beaucoup plus d'enfants et qui ont très peu d'acquis. L'Europe se trouve dans le premier rang, c'est-à-dire parmi le peuple, disons, trop gras et trop satisfait, mais même si elle a plus d'acquis, par exemple, que les États-Unis, il y a une différence par rapport aux États-Unis, il n'a pas de politique. Les États-Unis font de la politique protectionniste, par exemple, qui est interdite en Europe. Alors, nous allons sans cette politique qui est nécessaire pour soutenir à la concurrence et pour faire face à la technocratie. Et nous allons selon un système qui essaie de faire tomber tous les acquis, ou le plus possible des acquis pour garder la concurrence, qui est un système fondé sur un calvinisme réel ou mitigé. Alors, entre l'essai de devenir les plus calvinistes et les moins sociaux possibles, et ceci de s'accorder avec les économies grandantes, on se trouve toujours avec des accords au jour le jour qui sont suivis par un ensemble de méfiances, mais qui ne représentent pas une vraie politique. Alors qu'en Europe, on est confronté à plusieurs choses à la fois. D'abord à la concurrence du tiers-monde, par la suite à l'hégémonie américaine, qui n'est pas seulement militaire et satellitaire, c'est déjà beaucoup, mais qui est très important dans la question du protectionnisme. Et on a bien vu, par exemple, les Américains, quand ils ont des difficultés, ils ont des subventions publiques pour leur économie, par exemple, ce qui était le cas dans les usines d'automobiles.
choses qui dans les accords internationaux sont interdites par exemple en Europe. Nous faisons face à l'absence d'une idée commune, aux intérêts particuliers des demi-puissances, aux super-pouvoirs de fonctionnaires, à la mort démographique et aux avalanches migratoires. Et c'est alors cet état, que c'est un être sans être, cette demi-mesure, cette soumission à haut vis-à-vis des États-Unis et en bas vis-à-vis du tiers-monde, qui font de l'Europe à la fois une entité impérialiste, parce qu'elle participe à des actions impérialistes, surtout en Afrique et en Asie, mais qui le fait par défensive vis-à-vis de l'hégémonie américaine, parce que bon, on connaît bien la stratégie écrite par exemple par l'ancien vice-président Cheney américain, qui disait carrément il faut soustraire à l'Europe les prix du pétrole, donc il faut les gagner nous-mêmes, donc il faut y aller par exemple pour éviter qu'ils soient pris complètement. Et elle est défensive vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi servile, alors qu'elle est offensive à l'intérieur, parce qu'on se déchire entre pays européens très souvent pour garder les miettes. Et en même temps, nous sommes une entité coloniale, de toute façon colonisée, du moins dans l'imaginaire. Incapable, en plus, de se rapporter à tous les autres pays, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis et les BRICS, il y a aussi les puissances dont on ne parle jamais, et qui sont en train, par exemple, de créer des politiques toutes à elles, qui font partie du jeu, qui ça peut être le Japon, comme la Turquie, comme l'Iran, comme Israël. On ne fait pas face, on ignore complètement tout ce qui est le trafic de drogue, le trafic d'organes, et on n'arrive même pas à trouver des solutions pour ce qui concerne les choses qui nous touchent le plus près. On n'a pas réussi à résoudre la question du chiffre, donc on l'ignore. On n'a pas réussi à reconnaître tous ensemble la Palestine, ce qui démontre que l'Europe n'est pas unie. Et surtout, on a une plaie énorme, qui est la plaie dans les Balkans, la plaie de la minorité serbe. Et on prétend de Serbes, en leur faisant payer tous les crimes de la guerre qui n'étaient pas que d'un seul côté, on prétend de Serbes de jour après jour, toujours de gages. On prétend rien par le Kosovo, qui occupe une partie de la Serbie, dont les principaux hommes politiques sont connus comme trafiquants de drogue et trafiquants d'organes. Mais puisque il y a la relation de force qui sont plus importantes que le droit, on arrive à s'arranger avec les trafiquants de drogue et d'organes sans aucun problème, tout en bafouant les minorités européennes à l'intérieur de l'Europe. Et on a servi nous-mêmes à bombarder la Serbie. Donc on voit bien que l'Europe se trouve dans une situation qui n'est pas une situation de force. On vit au jour le jour. On a parlé avant de la question grecque. C'est vrai, évident que la situation grecque est terrifiante. On se trouve à avoir affaire avec des économies qui sont détruites, mais qui sont détruites par qui? Pas seulement par la mauvaise gestion politique ou politiciens, mais sont détruites par exemple par des commissaires privés qui sont ceux qui représentent les agences de rating. Ils sont les mêmes qui la veille, et quand je dis la veille, je parle de 24 heures avant de l'implosion financière américaine, avaient parlé de la magnifique santé de l'économie américaine. Ils sont les mêmes qui changent d'un jour au lendemain le niveau de titre à donner sur une économie. Alors, on a bien vu comment ça marche. C'est une association de délinquants, parce que ça marche de cette manière. Et ils imposent un changement de titre. Les titres font chute en bourse. Après, ils les achètent, leurs amis les achètent à 3 sous. Ça fait monter la demande. On fait passer par les banques chez les gens qui ont des épargnes. On fait passer les titres dans leur poche. Après, les titres tombent définitivement. Une économie est cassée. Les amis de l'économie de l'agence de rating font plein d'argent. Et les épargnants trompés par les banques payent de leur côté la dette. Et ça continue de se faire. C'est passé en Argentine, ça passera maintenant en Grèce.
sans parler de ce qui arrive dans la bourse, où il y a le jeu sur le prix futur et les grands effets, la grande cause qui a créé la révolte dans le Maghreb vient justement de là, parce que les spéculations en bourse ont fait grimper tellement le prix du blé que le pays pauvre du Maghreb, qui étaient les principaux acheteurs de blé, se sont trouvés avec plusieurs familles qui ne pouvaient pas manger. Mais ils ne pouvaient pas manger pas parce qu'il n'y avait pas de blé, mais parce que le prix avait été monté par une boule financière dans la bourse. Et l'Europe se trouve à faire face à tout ça, donc faire face aux révoltes à l'extérieur, à faire face aux spéculations financières, à faire face à ses propres faillites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohésion réelle et surtout il n'y a pas d'intelligence, ou bien il n'y a pas d'intelligence autonome européenne, parce qu'il y a d'autres intelligences après moi. Et il y a donc beaucoup de facteurs qui nous mènent dans cette situation. Entre autres, un grand élément, c'est l'idéologie de la défaite, de la décadence de la défaite, l'idéologie masochiste qui s'est emparée de la génération de l'Europe depuis 50 ans. Mais aussi, cela est dû à l'incapacité de saisir le moment particulier et de faire une métamorphose pour se rendre à l'auteur du moment particulier. C'est un moment qu'on appelait auparavant de post-démocratie. Ce qui veut dire quoi? Post-démocratie, ce n'est pas le contraire de la démocratie. C'est quelque chose qui va au-delà de la démocratie, qui garde tous les défauts de la démocratie, tout en ajoutant d'autres défauts. C'est réduire les espaces d'hypothétique participation qui existent dans tous les systèmes et qui peuvent exister aussi dans la démocratie, bien que c'est peut-être le système qui le donne moins. Et c'est un monde de post-démocratie, et c'est évident. Il suffit de regarder le Parlement, de regarder les idéologies, il n'y a plus d'idéologie de fait. Le Parlement n'a pratiquement aucun rôle. Il y a des petits comités, surtout en Europe, des petits comités, des commissions qui décident de lois qui sont votées par tout le monde, sans exclusion, et qui sont dictées par des groupes plus ou moins puissants ou des lobbies, ce qui n'est pas des gens qui tiennent un Kaboul. On sait très bien qu'aux États-Unis, le Parlement américain est tenu par des lobbies. Mais quel lobby? Par exemple, le lobby de marchands d'armes oblige qu'il y a certaines lois plutôt que d'autres. Les lobbies des pétroliers obligent qu'il y ait une certaine politique plutôt que d'autres. Dans la post-démocratie, ce sont les lobbies qui imposent les lois. C'est un moment, donc, en plus, qu'on vit, c'est un moment de supernationalité et d'abdication ou bien d'évaporation des fonctions de l'État. On voit bien, donc, que dans les pays puissances, qu'ils soient grandissants ou qu'ils soient en décadence, ils sont à l'auteur de cette post-démocratie, soit par l'utilisation des lobbies, soit par l'utilisation aussi d'autres éléments qui s'appellent think tank, dont je cite un seul que c'est le CFR, le Council of Foreign Relations, qui existe depuis 80 ans et qui décide carrément de la politique américaine, donc en grande partie la politique mondiale, simplement parce que il y a des têtes qui raisonnent et qui raisonnent selon des logiques stratégiques qui permettent évidemment d'aller dans un certain sens. En Europe, nous avons des dizaines de soi-disant think tanks. Mais, normalement, ce sont de groupes économiques, des groupes qui cherchent de prendre de l'argent par la communauté ou qui servent quelques petites lobbies. Les seuls think tanks réels en Europe, importants, ce sont anglais et allemands. Ils suivent les politiques de l'Angleterre et de l'Allemagne. La politique de l'Angleterre n'est pas une politique européenne, la politique de l'Allemagne l'est parfois et parfois non. Mais pour donner l'exemple de ce qui signifie un vrai think tank, les Allemands participent toujours aux réunions de la coopération asiatique avec les Russes et avec les Chinois. Ils sont invités, ils ne peuvent pas être invités officiellement en tant que gouvernement, ils ne font pas partie de l'Asie,
mais ils ont invité le think tank allemand le plus important, celui des centre-droite et celui des centre-gauche, ils sont invités, ils participent aux affaires, ils participent aux discussions, ils participent aux affaires, ils délignent une certaine politique à l'Est. L'Allemagne l'a toujours fait, l'Allemagne a énormément fait de choses pour faire tomber le système soviétique, l'Allemagne est là-dedans, mais elle est toute seule. Alors, évidemment, selon ce que je estime, nous avons besoin de plusieurs choses. Nous avons besoin d'une conscience, et même, je dirais plus, même d'une fierté de l'Europe de patrie. Nous avons aussi besoin de bâtir des instruments pour une politique véritable, des instruments qui ne soient pas nécessairement et pas seulement institutionnels. Donc, je parlais du think tank. Polaris c'est déjà une ébauche de think tank italien. Bon, mais je pense qu'il faudra arriver avec le temps à créer un think tank européen qui soit autonome et qui essaye de bâtir une vraie politique, alors que je ne vois pas beaucoup de politique en Europe. L'Europe, je crois qu'on ne peut pas être aussi uniforme comme elle est aujourd'hui, il ne peut pas créer des éléments standards tels comme on les impose, et en plus, elle ne peut pas être esclave de ces mariages entre le calvinisme et l'échec de 68. Ce qui fait, c'est un ensemble qui fait aujourd'hui l'âme de l'Europe. Je crois que l'Europe, il faut qu'elle soit coopérationnelle, qu'elle soit organique, mais qu'elle suit aussi en même temps des axes civilisationnels qui sont différenciés entre eux, mais qui sont très liés, qui peuvent être très liés. Je pense qu'il y a 3 axes importants qu'il faut absolument essayer de soutenir et de développer. Un axe, on en avait parlé à l'époque de l'agression à l'Irak, un axe s'appelle Paris-Berlin-Moscou. Mais il y a un deuxième axe qui est très important, pour moi c'est Rome-Budapest-Kiev, parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments civilisationnels qui ne sont pas du tout calvinistes, et tout un ensemble aussi de tendances vers un certain Est qui n'est pas tout à fait, qui ne garde pas un énorme souvenir, pas un souvenir très intéressant de la présence russe, et qu'il faut absolument que ce soit développé et non pas étouffé. Et puis un troisième axe qui est de la Méditerranée, qui doit être l'axe Madrid-Rome-Athènes. Et évidemment, tout cela devrait permettre à l'Europe d'acquérir un sens, de ne pas être la partie perdante et la partie payante de l'Occident, de ne pas être l'Occident du tout, mais d'être l'Europe. Donc, d'avoir des relations très intéressantes avec des pays qui se trouvent, par exemple, entre l'Europe et l'Asie, comme tel le Kazakhstan, qui est officiellement européen, avec les pays dans lesquels il y a, qui s'appellent l'Heartland, donc dans lesquels les États-Unis veulent à tout prix gagner leur hégémonie, mais aussi des bons côtés des amis du sud de la Méditerranée, pour des coopérations communes qui permettent, entre autres, d'arrêter la folie actuelle qui en dévastant déjà l'Afrique du Nord et puis en créant tous les éléments pour les migrations massives, nous crée les problèmes qu'on connaît très bien. Il faut, par ça, donc, déjà avoir des idées assez claires, que je pense qu'il faudrait peut-être essayer de répéter, de développer, mais il faut aussi, surtout, être autonome. Être autonome signifie être maître chez soi, ce qui n'est pas toujours facile, parce que je connais bien la différence des rapports de force. Donc, on sait très bien que l'Europe n'a pas énormément de force, par exemple, n'a pas de force de frappe, et surtout, elle n'est pas unie. Mais bon, déjà, l'Europe, pour avoir un minimum d'autonomie, elle devrait changer les lois, changer les accords dans les WTO, c'est-à-dire dans le World Trade Organization, pour éviter de payer toute seule tous les frais de la croissance asiatique et de la faillite américaine. Il faudrait aussi éviter absolument d'accepter
d'être mise en discussion, que ces politiques soient mises en discussion par des gens privés, des agences privées américaines. Bon, déjà, le système est faux, le système est fou, mais même si le système était tel, il faudrait imposer des agences de rating européennes qui puissent mettre en discussion, elles, au même temps, au même titre, l'économie américaine. Parce que l'économie américaine, si on considère le chiffre par lequel les agences de rating décident des choses, l'économie américaine, elle se porte à la limite moins bien que l'économie grecque. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça que les choses sont reportées. Il faudrait aussi une politique stratégique plus sensée. Il y a l'autre jour, il s'est terminé ils sont restés que 2 compagnies pour s'occuper de ça. Les Indiens, l'Inde a commandé 267, je crois, avions de guerre importants. Les Américains ont été battus par les Européennes. Mais le problème, c'est que les Européennes qui ont battu les Américains, ce sont des grands groupes européens qui se font la guerre. D'un côté, nous avons Dassault, de l'autre côté, nous avons Eurofighter, qui est un ensemble de différents pays avec prédominance italienne. Évidemment, si on passe le temps, on revient l'autre jour là, si notre impérialisme réel est un impérialisme inter-européen, et si chacun essaie de faire la guerre à l'autre, en se contentant d'un minimum des miettes sur la table, on n'arrivera pas à rendre réelle notre réelle puissance, ni à saisir le moment qui serait grosso modo favorable s'il seulement était vu d'une autre manière. Puis nous avons évidemment 2 éléments importants, l'énergie et la communication. L'énergie. L'Europe, liée par exemple à la Russie et coopérante avec les pays arabes, serait énergétiquement dans une situation extraordinaire. Par contre, l'Europe subit des impositions complètes. Elle essaye de sortir du cul-de-sac qui s'appelle la voie de la soie. La voie de la soie, l'ancienne voie de la soie, c'est l'endroit par lequel transite non seulement le pétrole, mais transite tout l'ensemble de principaux éléments économiques d'aujourd'hui, y compris la drogue, y compris les armes, y compris le terrorisme, y compris l'invention du choc civilisationnel. Il y a d'autres hypothèses qui ont été jetées sur le plan, qui ont même été allées relativement là-dedans, qui permettent de contourner la chose. Par exemple, l'hypothèse du pipeline South Stream que de la Russie mène en Europe, en coupant, ne pas passant par la voie de la soie, nous donnant une possibilité d'être un peu plus autonome, un peu plus libre et un peu moins menacé. Pareil avec les pays arabes. Je sais bien que tout le monde l'a compris, mais on a bien vu quels sont les pays arabes qui sont déstabilisés. Ce sont les pays arabes dont les régimes étaient plus ou moins non hostiles à la coopération avec l'Europe et qui se battaient, et qui fournissaient à des titres meilleurs l'énergie en Europe, et aussi qui faisaient une politique de contraction de l'immigration. On a trouvé dans les pays arabes cette alliance extraordinaire, pour moi c'est tout à fait normal, entre les libéraux et les fondamentalistes islamiques, en particulier les wahhabites. On a bien vu que les démocraties téléguidées n'ont jamais attaqué ni une théocratie, ni une monarchie dans le pays arabe, mais ils ont attaqué d'autres pays. On sait très bien que les principaux alliés de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, principalement, sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc les pays où les cultes, les autres cultes sont je veux dire, où les autres cultes sont interdits. On a bien vu ce qu'il y a en Irak. En Irak, même pendant la guerre entre l'Irak et Israël, les synagogues, je ne parle pas des églises, les synagogues étaient ouvertes. Aujourd'hui, c'est la guerre civile et la guerre religieuse.
Alors, tout ça, évidemment, nous rend un ensemble de problèmes, et des points de vue idéologiques, et d'un point de vue psychologique, mais surtout d'un point de vue aussi opérationnel, d'un point de vue énergétique, et nous oblige à faire face, ou surtout à ne pas faire face, parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire, à des vagues immigratoires qui sont absolument inacceptables. Alors que si on était, et on pourrait l'être, énergétiquement et politiquement unis, on pourrait raisonner par des espaces euroasiatiques et euroméditerranéens et être quelque chose qui dépasse l'actuelle situation dans laquelle nous sommes complètement cloués. Et on pourrait finalement remettre en cause le modèle standard, qui est un modèle hollywoodien, qui est un modèle totalitaire hollywoodien, pour avoir une idée qui ne soit pas uniformisante, mais qui soit à la fois universe et pluriverse, comme est dans la culture classique, comme elle était pendant des siècles, et comme rien n'empêche qu'elle puisse l'être. Rien n'empêche, sauf le fait de ne pas penser qu'on puisse vraiment le faire. Voilà. Puis il y a la communication. On parle de plus en plus de la démocratisation, de la vulgarisation, de l'utilisation commune de moyens de communication. On dit par Internet, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire savoir tout ce qu'on veut, mais en fait c'est vrai et faux à la fois. C'est surtout faux parce que ce sont les grands centres de concentration qui font la communication. Par exemple, il y a un seul grand moteur de recherche en tout l'Occident, c'est Google. En Asie, pour fuir à Google, en attendant de créer un moteur de recherche asiatique, ils ont décidé de se rattacher à Yahoo, parce que Google est capable de changer la géographie économique de la planète, parce que par exemple la publicité de Google est la chose plus importante, ou une des choses les plus importantes dans une économie, et Google peut décider quelles sont les agences, quelles sont les entreprises qui doivent être favorisées ou ne pas être favorisées. Et ça, on a eu plusieurs éléments à démonstration de ceci. Et on parle de la multiplication de pouvoir, mais par exemple Al Jazeera qui est considéré le grand phénomène celui qui doit représenter les masses arabes, et il est au Qatar, les grands capitaux sont du Qatar, donc des Wahhabites alliés des États-Unis, et un tiers, je dis bien un tiers, de fonds d'Al Jazeera provient d'Israël. Donc, il y a de plus en plus, dans tous les côtés communicationnels et aussi de règles, de forces de concentration, face auxquelles on ne peut pas discuter si on n'arrive pas à créer des espaces coopératifs, coopérationnels et d'autonomie et de liberté. Alors, allons avoir maintenant le rôle de Polaris. Le rôle de Polaris, c'est un centre d'études que j'ai créé il y a 7-8 ans. Nous avons commencé par tout un ensemble d'études à thème sur l'immigration, sur l'économie, sur le travail, sur le changement de la sociologie, et en proposant de plus en plus des possibilités alternatives, réelles, que nous considérons à l'auteur de l'actualité et qui ne soient pas du tout utopiques. Dans ce sens-là aussi, nous avons créé, il y a 2 ans, une revue dont nous sommes une revue trimestrielle qui sort tous les 3 mois, excusez-moi, qui est évidemment en italien parce que c'est une revue italienne, bien que à partir de ce numéro-là, il y a au moins l'éditorial et dans ce numéro-là, l'entretien au vice-président de la OSCE, Organisation pour la sécurité et coopération européenne, qui sont traduites en français et en anglais. Pourquoi ça? Parce que l'OSCE, par exemple, a collaboré avec nous à la création d'un grand meeting international sur la paix en Méditerranée, tenu le 10 juin de l'année dernière, où sont venues beaucoup de personnes, et non seulement de la presse, mais beaucoup de personnes provenant de différents pays, de différentes ambassades
Et nous allons poursuivre dans cette démarche. Nous allons faire, à partir du mois prochain, tous les mois, grosso modo, dans les bibliothèques de Rome, des rencontres à thème à niveau international. Nous allons aussi faire d'autres travaux dans le sens, par exemple, de réformes structurelles qui peuvent intéresser l'économie interne. Et nous avons dans la tête de faire le mois de juin prochain un autre grand meeting international à Rome sur l'Europe et sur la possibilité de l'Europe, ses ennemis et ses faiblesses. Alors, les souhaits, évidemment, c'est que ce que nous avons commencé à faire avec énormément de retard sur l'histoire et avec beaucoup d'anticipation sur la plupart de nos compatriotes dans le sens large du terme, c'est que cette loi soit suivie par d'autres, de façon qu'on puisse arriver à sortir déjà par un minimum, par une volonté de vie et par un minimum d'enthousiasme de cette impasse qui est due à notre vieillissement, au chômage, à l'immigration, à la dénatalité, à l'absence de perspective et à l'ensemble de règles de plus en plus imposantes, parce que chaque jour qui passe, il y a plus de règles, qui sont bien atteintes, souvent ces règles, mais qui sont très souvent à revoir, parce qu'on a vu que très souvent ces règles mènent pas vraiment quelque part. On peut faire beaucoup de choses. Par exemple, financièrement, on va lancer un projet pour racheter la dette publique, ce qui est tout à fait faisable, et ce n'est pas c'est tout autre qu'une utopie. Par exemple, on parle de privatisation. Aujourd'hui, il faut privatiser. Alors, comment ça marche la privatisation? Je sais comment ça marche la privatisation en Italie. On fait tomber le titre, on commence, on vend les titres publics, on vend les biens publics seulement ceux qui sont en actif, on les vend à 3 sous, et on sait déjà à qui. Donc, c'est quelque chose dans lequel on gaspille l'économie publique, les biens publics, toujours en donnant l'argent aux mêmes gens qui, grosso modo, gagnent sur les actions de la faillite grecque ou de la faillite argentine. Bien. Alors, on nous dit, c'est l'histoire qui le veut, c'est le libéralisme qui le veut, on est obligé de faire des prêts de la privatisation. Bon, admettons. Il n'y a pas que la façon italienne de privatiser. Il y a, même dans ce système, d'autres façons. Par exemple, les Allemands. Je sais bien que là je continue, chaque fois que je parle des Allemands, il paraît que je tiendrai presque à faire une relation entre Rome et Berlin aujourd'hui, mais j'aimerais bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Il y a les Länder, c'est-à-dire ce sont les États régionaux, grosso modo, dans un fédéralisme à l'allemande, qui est autre chose de ce qu'on aurait théoriquement créé en Italie, dont on ne sait vraiment pas qu'est-ce que c'est, parce que personne n'a, pour l'instant, on n'a même pas donné à l'embauche. Il arrive tout de suite, il nous expliquera. Bien, qu'est-ce qu'ils font, les Länder? Ils font de façon qu'il y a des souscriptions publiques dans lesquelles le gens de la région devient actionnaire des entreprises principales, ce qui veut dire que les entreprises principales seront sauvegardées dans leur région, ils ne seront pas délocalisés, et même dans une crise telle que la mondialisation, entre guillemets, l'Allemagne tient la route. Alors, on nous dit, par exemple, c'est à cause de la dette publique. Bon, dans les dernières 12 ans, la dette publique allemande a quadruplé. La dette publique italienne a seulement doublé. Donc, aujourd'hui, la dette publique allemande est exactement la même que la dette publique italienne. Simplement, l'Italie n'a pas de politique industrielle, l'Italie n'a pas de politique économique, l'Allemagne l'a. Donc, la dette, ça n'a rien à voir. On peut aussi faire les choses, même dans cette situation comme celle-ci. Il faut quand même agir. Il ne faut pas penser que sortir de problèmes, ça soit nécessairement une utopie. Il faut un mythe pour sortir des problèmes, parce que sans le mythe, il n'y a pas l'action, mais il faut surtout l'action. Il faut la volonté, il faut l'intelligence. Je crois que
raisonner sur les choses et raisonner techniquement sur les choses en le proposant d'une façon concrète signifie peut-être rédiger des règles et non seulement les suivre. Parce que nous suivons des règles qui ont été rédigées par qui? Par ceux qui veulent, par exemple, acheter les Colisées à 1 euro ou acheter la Tour Eiffel à 4 euros. Ceux qui rédigent la règle sont les plus importants, les plus forts. Et en absence de alternatives, les règles passent, mais les alternatives existent. Simplement, il faut savoir qu'elles peuvent exister. Parce que ceux qui dictent les règles sont les managers. Vous savez bien, un manager, quand il y a une crise économique, qu'est-ce qu'il dit? Il faut réduire les coûts. Comment on réduit les coûts? On licencie les travailleurs. Et le même technicien, dans un autre niveau, dans ce niveau financier, ils disent il faut réduire les coûts. Comment on réduit les coûts? On licencie le peuple. Bon. Pour ne pas être licencié, il faut peut-être se mettre à l'auteur du temps et faire de la politique dans laquelle on est capable d'être protagoniste. Il faut créer un système coopérationnel dans la différence et dans leur harmonisation. Donc, comme je disais auparavant, à l'intérieur de l'Europe. Mais il faut créer un système qui soit à l'auteur de la post-démocratie. Un système qui fasse au déséquilibre entre les pouvoirs forts et privés et les pouvoirs puissent placer le pouvoir fort communautaire. Parce que, j'insiste, si les lobbies sont faits par des castes ou sont faits par des catégories, elles peuvent être faites aussi par des gens qui coopèrent, peuvent être aussi des lobbies populaires. Les politiques institutionnelles. Alors, il faut aussi élargir la participation sociale, économique et culturelle pour créer des éléments qui puissent être à l'auteur de ceci, de façon de pouvoir devenir le lobby qui peut être appelé le lobby du peuple, mais aussi le lobby de la liberté. La politique ne peut pas être qu'institutionnelle. Pourquoi? Parce que si on regarde aujourd'hui quels sont les partis copient tous aujourd'hui le modèle américain, qui a amélioré beaucoup, mais qui copie quand même le modèle anglais. Ce sont des clubs qui font quand même de la fiction pure au niveau des communications, mais qui en réalité sont des courroies de transmission de pouvoir entre les groupes plus importants, donc les lobbies. Quand je dis les lobbies, je répète, on ne parle pas de gens à Kaboul avec des signes particuliers qui font des rites pour Satan, mais je parle de gens qui s'occupent par exemple de faire marcher leur propre entreprise ou leur propre catégorie. Et les gens un peu partout. Donc, pour tout cela, il est nécessaire de se mettre à l'auteur en créant des instruments qui ne soient pas que institutionnels et qui ne jouent pas que sur la délégation de projets. C'est pas que puisque je vote tel ou tel, je dois être représenté. Pour être représenté, je dois exister. Et pour exister, il faut que j'impose. Donc, pour pouvoir imposer, il faut avoir un pouvoir concret qui se fait dans les choses, qui se fait dans l'économie, qui se fait dans la réelle, qui se fait dans le pouvoir de négociation. Alors, pour ceci, il faut à la fois une lobby et un think tank. Think tank, parce que le think tank permet au lobby d'avoir une intelligence, et les lobbies permettent à l'intelligence d'avoir un droit. Alors, sur cela, on peut suivre les voies, au moins les voies, c'est plusieurs, d'un développement européen qui peut être unique dans ces plusieurs voies. Je n'ai mis 3, je n'ai cité 3, mais elles peuvent être plusieurs. Sur la voie d'une cohésion de puissance européenne. Alors, entre l'Amérique et la Chine, je dis la Chine, mais bon, c'est pas la Chine, entre l'Amérique et les pays émergents, on n'est pas obligé d'être une noisette. On peut être autre chose. On peut créer réellement une troisième voie qui se rattache à ses racines
et qui les capitalise toutes. Quand je dis toutes, je dis toutes. Qu'il capitalise où il y a une âme euroasiatique, il y a une âme mitteleuropéenne, il y a une âme nordiste, il y a une âme méditerranéenne. Toutes, elles doivent être favorisées dans une harmonie mythique et de puissance. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de les détruire toutes sur une logique, en copiant un modèle abstrait qui est un modèle à broyer le peuple et la culture. Il nous faut donc un ensemble civilisationnel et organique, culturel, social, économique, démographique et politique. C'est dans ce sens-là que les centres d'études essayent de faire des choses. Je crois qu'il a pris quand même, vu le temps, la brevité de temps dans lequel il est né, vu l'absence totale de moyens dans lequel il est parti, je pense qu'il a fait beaucoup plus de ce qu'on pouvait s'attendre, ce qui est encore 1000 fois moins de ce qu'il faudra faire. Et je pense qu'il faut absolument élargir cette logique et la faire comprendre, accepter et articuler dans les différents pays d'Europe, je ne dis pas par des forces politiques, bien sûr, mais aussi, surtout par des forces humaines, par les gens, par les catégories et par l'ensemble des gens, parce qu'en fait, la question n'est plus de droite ou de gauche, de centre ou d'autre chose, c'est une question de survie. C'est la question, il faut choisir, accepter de disparaître en suivant les guet-apens style le choc des civilisations, ou rester, rétablir, renouveler la civilisation, ce qui sera un choc. Bon, question. Merci Gabriel. Moi je crois qu'ils sont des questions dans la salle. Oui. Rosario. S'il vous plaît, les noms Rosario de Simone. Rosario de Simone. Vous pouvez expliquer votre projet de l'achat de la dette publique Non, dans le sens que si je vous l'expliquerais, je risquerais de vous le rendre mal parce que je ne suis pas économiste. Il y a 3 personnes qui sont en train de le faire, nous l'ont expliqué, on l'a fait voir d'autres, c'est parfait, mais si je vais vous le résumer, par contre, je peux vous l'envoyer. De toute façon, grosso modo, l'ensemble, c'est-à-dire de fermes financières, grosso modo, qui permettent aux familles italiennes de racheter la dette publique en 3 ans. Changer les paramètres de la loi financière, de la loi financière annuelle. Donc, logiquement, tout ça tient debout. On a vu aussi on a essayé de voir à contrario, c'est-à-dire de gens qui sont très négatifs, très sceptiques comme moi, parce que je suis sceptique dans le sens, surtout parce que je crois que ça ne sera jamais fait, parce que, alors je vais aller plus loin de ça. Et je crois que c'est très facile de racheter la dette publique, mais puisque dans la dette publique, il y a notre soumission, je pense que si quelqu'un va essayer de lancer réellement le projet, il va disparaître immédiatement de la scène politique. Bon, ça, c'est du réalisme. C'est la dit techniquement, je vais vous envoyer le projet sans aucun problème. Ah ouais. Buonasera Mario. Abbiamo appena terminato la relazione, purtroppo. Ma lui è d'accordo. Diamo per approvato. Stiamo facendo delle domande, quindi de toute façon, je veux dire, quand je vous envoie, je peux le renvoyer aussi, comme ça on pourra le faire connaître, parce que ça sera publié aussi, ça sera publié en italien. Donc, Là, j'ai bien dit, on dit sur la liste des alternatifs, que je parlais en flamand. en flamand, c'est difficile pour le traduire, si vous pouvez parler en français. L'italien, Daniele. cercations stressées.
hoe ziet meneer Adinolfi verwezenlijken die denktank? Onder welke paraplu? Bijvoorbeeld onder de paraplu van het Europees Parlement? De microfoon, s'il vous plaît. De vraag is hoe dat je die organisatie in Europa op punt zet en wie dat kan patroneren. Kan dat onder een onafhankelijke fractie van het parlement? Of hoe ziet meneer Adinolfi dat? Comment vois-tu l'organisation de think tank, de ce gouvernement? Gabriel, comment vois-tu l'organisation Comment vois-tu l'organisation de ce groupe de pensée, ce think tank qui pourrait faire contrepoids à ce qui existe actuellement? Est-ce que tu le vois à l'intérieur du Parlement européen par une fraction indépendante ou est-ce que tu le vois tout à fait autrement? Je ne le vois pas à l'intérieur du Parlement européen. Je pense que la différence fondamentale entre le think tank que je veux qui existe et le think tank officiel, c'est que les think tanks officiels sont obligés de suivre certains patrons. Donc, si jamais ils savent pertinemment, par exemple, qu'il ne faut pas intervenir en Irak parce que ça serait suicidaire, mais l'intérêt de leur patron particulier veut qu'ils interviennent en Irak, ils seront obligés de faire semblant qu'il faut intervenir en Irak. Alors, je pense que l'importance de think tank, ce soit d'être le plus possible autonome et qu'il présente quand même les possibilités aux gens qui s'occupent de la politique, surtout de la politique concrète. Quand je dis politique concrète, très souvent, je parle de gens qui font de l'économie. Et autrement, aussi aux gens, aux politiques ou aux politiciens, aussi aux gens aux politiques de métier, qui peuvent avoir quand même des instruments pour pouvoir essayer d'améliorer les situations et de proposer des solutions différentes. Mais il doit être autonome, parce que s'il commence à être lié à des structures, il sera obligé de répondre à ce que les structures lui demandent. Donc, du moment où on est obligé d'arrondir ce qu'on veut, de réduire d'une virgule ou d'une voyelle, c'est le but de la fin. Chris Roman. D'abord, je voulais dire une chose. Vous avez parlé là tantôt de la chaîne de Al Jazeera, que je connais, je l'ai à la maison. C'est vrai que c'est le Qatar qui domine, ils ont fort, dans le courant des années, ils ont fort changé. Parce qu'avant, ils n'étaient pas au Qatar, mais maintenant, oui. Mais je voulais dire qu'il y a une chaîne quand même qui n'est pas comme les autres, c'est Russia Today. Et apparemment, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est quand même une chaîne qui donne quand même des informations alternatives. Même, ils vont même aussi loin d'inviter, par exemple, Daniel Lestorin, qui est l'auteur de pas mal de livres de Bilderberg. Cet auteur a même passé à Russia Today. Ça, je voulais dire que c'est une très bonne chaîne. Maintenant, une question, vous avez parlé là tantôt, parce que la géopolitique m'intéresse, vous avez parlé là tantôt des trois axes. La première, je la connais très bien, c'est Paris, Berlin, Moscou. Mais vous avez après parlé de l'axe Rome, Budapest, Kiev. Et en plus, Madrid, Rome, Athènes. Ça veut dire, est-ce que j'ai pas bien compris, est-ce que vous voulez dire qu'il est bien pour les Européens qu'il y a trois axes? Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'une axe va être le concurrent de l'autre? Oui. Un peu le jeu que Brzezinski veut. Oui, simplement aujourd'hui, nous vivons dans la concurrence. Aujourd'hui, nous vivons, alors on voit bien ce qui est arrivé depuis que Sarkozy a trahi la Ve République. Nous avons un axe anglo-français qui est un axe substantiellement anti-allemand. Nous avons aussi une alliance d'intérêts franco-allemand qui est, mais surtout franco-anglais, les deux dans différentes motivations qui sont contraires aux intérêts de la Méditerranée. Et puis la relation entre Berlin et Moscou est quand même mise en danger par la situation de pays style Hongrie, style l'Ukraine et aussi les pays baltes,
qui sont quand même très réticents à coopérer avec la Russie, et je dis avec toutes leurs raisons parce que je pense que si j'étais né en Ukraine ou en Pays-Baltes, on a bien à dire qu'il faut faire une alliance entre l'Europe et la Russie, que c'est pour le gaz, que c'est pour la puissance, je ne pourrais pas l'accepter, je pense. Alors, évidemment, il y a le danger. Aujourd'hui, c'est un fait. Là, ce serait un danger. C'est un danger si les éléments se font la concurrence. Si par contre, on arrive à développer sur des axes sociologiques et civilisationnels des relations privilégiées, et évidemment, il y a un intérêt commun, parce qu'il y a un intérêt commun, parce que la Méditerranée, l'Europe méditerranéenne, ne sera jamais forte sans la Russie et sans l'appui du Nord. L'Europe mitteleuropéenne ne serait jamais forte sans la médiation entre le Nord et le Sud. Donc, le développement de différents intérêts permet peut-être de ne pas les casser, de ne pas les pétiner l'un et l'autre, et permet peut-être d'avoir une harmonisation. Évidemment, c'est un danger. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas le danger. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait un danger, parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que l'Europe, aujourd'hui, dans toute la planète, le seul ennemi de l'Europe est l'Europe. Donc, les Européens ne font la guerre qu'eux-mêmes. Dans cette magnifique utopie du Parlement européen et d'Europe à 27, je ne sais plus combien on est, si on est 27 ou plus, j'ai perdu le compte, mais en réalité, les Européens prennent de baffes de partout et font la guerre entre eux. Alors, peut-être qu'en développant leurs possibilités différentes, peut-être qu'on n'y arriverait pas à faire une Europe unie, peut-être qu'on aurait à une partie de l'Europe, mais on aurait certainement une certaine puissance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Frédéric Rançon. Monsieur Adinolfi, vous venez de dire que la culture occidentale actuelle est dominée par un axe calviniste 68 heures, ce qui est juste à mon avis. Mais comment voyez-vous l'alternative culturelle que vous proposez? L'alternative culturelle que je propose est fondée toujours sur la pensée classique européenne, qui est une pensée esthétique. Aujourd'hui, ce n'est pas esthétique. Qui est une pensée spirituelle, aujourd'hui, ce n'est pas spirituel. Et qui est une pensée vitaliste, aujourd'hui, ce n'est pas vitaliste. Donc, et qui est une pensée éthique, aujourd'hui, c'est une pensée moraliste. Alors, dans ce sens-là, je vois l'alternative. Mais l'alternative, je pense, elle est donnée surtout par la biologie, dans le sens que les générations changent. Alors, les générations aujourd'hui sont imbues de beaucoup de mauvais éléments, mais peut-être qu'ils ont peu moins de masochisme idéologique que les générations dominantes. Donc on verra bien. Je ne suis pas un optimiste, je me définis toujours en pessimiste enthousiaste, ce qui est tout à fait autre chose, mais on a encore à voir qu'est-ce que ça arrivera dans les prochains 10 ans. Bien sûr, il faut arriver dans les prochains 10 ans à un temps vivant, ce qui est tout à fait pas certain, parce que non seulement pour plusieurs raisons, pas certain pour l'Europe, mais aussi pour tout le monde, parce que, entre autres, les grandes intelligences qui font toujours tout ce qui concerne leur bilan économique en utilisant le chiffre, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes structurels occidentaux, justement. Donc, on connaît bien que dans le passé, face à une situation pareille, on déclenche des guerres, mais des guerres mondiales. Alors, peu importe entre qui, l'important c'est qu'elles éclatent. Et il y a aussi cette possibilité aujourd'hui. Justement, pour ce problème de sécurité, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très important en Europe. Je peux en parler parce que j'ai quand même fait partie de l'Eurocorps. L'Eurocorps existe vraiment. Mais le problème est, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qu'il y a des volontés extérieures, entre autres des Américains, des États-Unis, et encore des gens au-dessus, qui ne veulent pas que l'Europe soit forte. Mais, comme vous l'avez très bien dit aussi, on a bien constaté le changement de la politique en France. À l'époque de Chirac, ils étaient contre la guerre en Irak, et puis Sarkozy, il s'est lancé, soi-disant, dans une grande croisade qui est contraire aux intérêts européens, contraire aux intérêts italiens. Et que peut-on faire?
quelque part, pour combattre cette puissance supérieure, il faut le dire, il faut l'appeler par le nom, cet ordre mondial qui est en train de nous pourrir, mais à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau militaire, que ce soit à quelque niveau que ce soit, ils sont en train de détruire l'Europe en nous inculquant des valeurs qui sont contraires aux valeurs que nous défendons. Et ils veulent inculquer ça à notre jeunesse. Et on voit le résultat maintenant. Alors, que faire contre ça? Parce que le problème est vraiment grave. Bien sûr, le problème est grave et les relations de force sont telles qu'on peut... On a la tendance à se dire qu'on ne peut rien faire, ce qui est quand même faux, dans le sens que chaque être humain, il commet une erreur. Il voit toujours son époque comme la définitive. Et il voit la vie selon sa propre vie. Par contre, l'histoire du monde est bien longue, et il est bien nuancée, et il y a beaucoup de courbes, les choses changent. Et les choses changent parfois trop vite et parfois trop lentement. Alors, évidemment, ce qu'il faut faire, d'après moi, c'est remplir le vide. Disons, la puissance réelle actuelle, il crée du vide. Il crée du vide mental, il crée du vide au niveau de la cohésion, il crée du vide au niveau de la puissance et au niveau du pouvoir réel. Même du petit pouvoir. Le petit pouvoir, c'est par exemple, je dis une connerie, par exemple, le fait d'aller diviser toutes les ordures selon les différents styles, ici les papiers, ici le plastique, ici l'humide, c'est une façon c'est une façon idiote de créer une prison. Les gens vivent dans une prison quotidienne et ils vivent dans un vide. Simplement, il faut remplir le vide. Comment on remplit le vide? On remplit le vide par deux éléments. D'abord, par la soustraction mentale aux impositions. Et si on se soustrait aux impositions en faisant d'autres choses au même temps qui sont des exemples vivants et que les gens peuvent suivre, les gens très souvent le suivent. Et puis en créant de pouvoir réel. Quand je parle du pouvoir réel, c'est-à-dire, je fais un exemple très stupide, mais que je pense que c'est important. Très souvent, les gens qui pensent, par exemple, d'une même manière, ils ne sont jamais unis, dans le sens réel du terme. Je ne parle pas de l'idéologie, je parle du réel. Je veux dire que, par exemple, 1000 personnes qui se mettent en relation professionnelle, par exemple par un système de page jaune même informatique, ils peuvent tout ensemble, ou séparément chacun, faire beaucoup plus d'affaires et devenir plus importants. Et il suffit de se mettre d'accord pour une petite cotisation de 5 € par mois, et tous les mois, on peut acheter la dernière page du principal quotidien de propre pays et écrire et faire savoir ce qu'on veut. En 6 mois, vous avez le pouvoir de pouvoir traiter avec les gens des différents gouvernements. Alors, on n'a pas, normalement, les gens ont la tendance à être des sujets ou bien des anarques, des sujets qui ne sont pas contents d'être sujets, donc ils sont anarques, qui se laissent aller. Par contre, les possibilités existent toujours. Simplement, il faut suivre des possibilités qui soient à l'auteur. Parce que si ma tâche était celle de changer l'ordre mondial et de dire je dois envoyer tel plutôt que tel avec cette idéologie à se battre contre l'ordre mondial, ce n'est pas possible. Il faut attendre soit que l'ordre mondial implose, soit qu'il se casse, soit que je sois mort. Par contre, si j'arrive à créer des éléments, des choses qui fonctionnent dans les médias et qui créent des relations et qui font de la puissance, on arrive à faire arriver des influences. Donc, là, je ne veux pas faire jouer du violon, mais la preuve, c'est son étude. Il n'y a jamais eu avant par personne qui qui dépense à peu près 1 000 € par mois, qui sont trouvés par les abonnements et par tout le reste, et qui de toute manière a rencontré des relations publiques, politiques dans plusieurs pays, plusieurs niveaux, parce que quand on voit qu'il y a quelque chose qui manque, par exemple dans ces cas-là, l'intelligence et quelques tendances, il y a des gens qui demandent. Alors, normalement, il n'y a pas, parce que personne ne le fait. Mais quand quelque chose est fait, on voit que il y a beaucoup plus de possibilités qu'on le croyait. Cela dit, il faut toujours rester
dans le sens de choses, parce que quand on acquiert, admettons qu'on acquiert une certaine puissance, on n'a pas une puissance telle de pouvoir faire un défi de puissance vis-à-vis d'un ordre mondial, ça c'est évident. Mais on peut quand même essayer de tenir la route dans la tempête, ce qui est quand même, je pense, très très important aussi. Thierry van Roy. J'ai lu votre manifeste Polaris, même traduisé en néerlandais avec M. Vanson. Merci. Et c'était très intéressant, mais aussi assez militant d'une politique de base peut-être. Et maintenant, ce que vous avez dit ici, ça me semble aussi une chose assez impressionnante. Ça me semble assez partie d'une évolution politique de haut. C'était une politique plus parlementaire peut-être, ou ambitieux, je veux dire. Ambitieux, je ne veux pas dire que vous devez laisser tomber la politique de base, mais il y a une évolution grâce à un succès, ou c'est plutôt pour l'occasion que vous avez dit les choses, formulé les choses comme ça. Non, non, c'est un projet. C'est un projet qui était bâti du départ. Alors, c'est pas parlementaire. Bon, là, on est un Parlement européen, mais on peut être au théâtre, c'est pareil. Ce n'est pas parlementaire en soi. Le Parlement, comme tout le reste, pour moi, ce sont des endroits où il y a peut-être parfois des gens ou des utiles. Mais l'ensemble est autre chose. Ce n'est pas. Si la question, c'est si la revue voulait soutenir une hypothétique candidature ou quelque chose comme ça, non. Si la question est si la tendance est celle d'essayer de créer des influences d'un niveau par exemple académique ou d'un niveau économique ou d'un niveau politique, la réponse est oui, mais c'était prévu du départ. Il n'y a pas eu un changement en cours de route. Disons que la route pour l'instant, ce qui ne veut rien dire parce que demain ça peut être l'inverse, pour l'instant c'est démontré beaucoup plus facile à parcourir de ce que je ne croyais, parce que très souvent les obstacles qu'on pense avoir face à soi, on le pense. Mais en réalité, les gens ne nous considèrent pas, très souvent, parce qu'ils ne nous connaissent pas, ou parce qu'ils nous connaissent très bien, très souvent ils font bien de ne pas nous considérer. Et en fait, parce qu'un projet n'a pas été mis en route, mais quand on met un projet en route, très souvent, on découvre que les demandeurs de ce projet sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus variés de ce qu'on pensait. Le problème là-dessus, et là c'est fondamental, c'est que qui gère le projet ne soit pas quelqu'un qui aime le succès et qui aime la séduction d'autrui. Parce qu'autrement, chaque fois qu'on fait un pas, on commence à mettre de l'eau dans son propre vin. Alors que je ne veux même pas mettre mon vin dans l'eau. Je veux du vin et du bon vin. J'ai encore une petite question, Marco Santi. En fait, vous avez parlé du risque de Troisième Guerre mondiale. Et bon, il est vrai que si on étudie un peu l'histoire, on dit toujours que l'histoire est un éternel recommencement. Quand on voit la crise mondiale actuelle, elle est très comparable à celle de 1929. Hein, et tout le monde a sûrement entendu parler des déclarations d'Israël maintenant, hein, et des Américains. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils sont déjà en train de préparer le monde à cette... Oui, ça c'est une vaste question. Je vous dis ce que je pense, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Hein. Je vais me tromper largement. Alors quand je parle de guerre mondiale, je parle de guerre mondiale qui n'est pas déterminée par l'intérêt d'un pays ou d'un autre, mais déterminée par la nécessité disons, de faire répartir tout l'ensemble. Et je vois, malgré tout, tout le monde voit la guerre mondiale qui est hypothétique entre les États-Unis et la Chine. Moi, je le vois plutôt entre les États-Unis et la Russie. Pour commencer. Bon, mais je peux me tromper. Quant à Israël, bon, déjà, on parle de Netanyahou, qui n'est pas nécessairement Israël, qui est le chef du gouvernement d'Israël. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, d'après moi, est la chose suivante. Obama a pris l'initiative dans l'Afrique du Nord. Il est en train de créer,
disons, ils sont en train de créer, et avec les Américains derrière, mais il n'y a pas que, ils sont en train de créer des régimes en Afrique du Nord qui sont bien contrôlés par les Américains, qui sont beaucoup plus stables qu'auparavant, tout en étant hostiles au moins à la Méditerranée du Sud. Et tout en étant des dangers parce que ce sont des passages pour les avalanches migratoires qui viendront dans les années prochaines. Mais Israël se trouve dans une situation peut-être particulière, parce que si on croit à ce qu'ils nous ont raconté par écrit, et qu'ont raconté aux juges les chefs des brigades rouges, par rapport aux relations qui ont été établies à plusieurs reprises entre les services secrets israéliens et les brigades rouges, ils nous expliquent que les Israéliens étaient allés voir les brigades rouges, on parle des années 73 et 14, en leur proposant armes et soutien militaire en échange de rien. Et à la demande pourquoi, la réponse des Israéliens était parce que nous avons intérêt à déstabiliser les alliés occidentaux des États-Unis pour être les seuls alliés fiables. Donc, un intérêt important des Israéliens est d'être les seuls alliés fiables. Puisque les Américains ont pris l'initiative en Afrique du Nord, je pense que Netanyahou joue une espèce de bluff pour essayer de changer les rôles, parce qu'il veut de toute manière empêcher qu'il y ait une stabilisation, même pro-américaine, dans l'Afrique du Nord. Par contre, quant à ce qui concerne l'Iran, je crois que la logique dominante des Américains, et peut-être des Israéliens, soit bien une autre. Puisque les frères musulmans en Égypte sont les principaux alliés des Anglais et des Américains, et puisque c'est eux qui essayent de faire tomber la Syrie, puisque les Turcs qui ont changé des politiques complètement, mais quand même se trouvent avec une certaine difficulté par rapport à la Syrie et une certaine alliance particulière vis-à-vis de l'Égypte, je crois que le dessein, c'est de faire monter une contradiction entre les Turcs et les Iraniens à cause de la Syrie. Simplement, tout ça qui est très intelligent et ça risque quand même de réduire les possibilités d'Israël d'avoir les capitaux internationaux. Et je pense que Netanyahou joue sa carte pour cet ensemble de raisons. Alors, est-ce qu'il sera suffisamment fou de risquer de déclencher des choses beaucoup plus importantes? J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Mais ça, c'est mon estimation de cette... Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'Israël a quand même de nombreuses armes nucléaires qui pointées sur l'Europe, sur toutes les capitales européennes. Il ne faut oublier non plus une chose très importante, que c'est un pays fondamentaliste religieux. En plus. Avec quand même, Gabriel, une opinion publique qui existe. Il y a une opinion publique israélienne qui n'a il existe aussi en Iran et en Syrie, l'opinion publique. Hein. Non. Ah, non. Je ne crois pas. Donc il n'y a pas de révolte. Regarde ce qui s'est passé en Iran, la tentative de révolte, etc., elle a été matée. Alors qu'il y a quand même, je pense, une opinion publique israélienne qui n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement. Je ne vois pas quand est-ce qu'elle a été matée, mais je me souviens d'un flot. Tu sais qui était la tête de la révolte iranienne? Non. Le commissaire politique de Khomeini, le grand inquisiteur Massavi. Alors, encore une fois, nous avons, parce que c'est bizarre, mais Ahmadinejad, c'est un modéré là-dedans. Donc, encore une fois, nous avons l'alliance entre les libéraux et les fondamentalistes. Vous avez parlé avant de guet-apens du choc des civilisations. Oui. Comment vous encadrez alors l'invasion du monde de l'Europe, du monde occidental, par l'immigration qui viendra du Sud? Vous avez parlé aussi des nouvelles vagues d'immigration qu'il faudra s'attendre. L'immigration, c'est un phénomène qui est difficilement réversible. Par contre, les phénomènes économiques le sont plus facilement. Alors, nous ne sommes pas les Espagnols de la Reconquista, ni des Serbes,
actuellement, donc le phénomène migratoire, c'est un phénomène qui va nous détruire de l'intérieur. Et je pense que c'est juste fondamental. Tout le reste est réversible. Oui, tout à fait d'accord, mais attention. Alors, il ne faut pas confondre, parce qu'il y a une théorie qui est née à la Maison-Blanche, du reste, par laquelle l'immigration, ce serait une espèce de plan de conquête islamique. Alors, les immigrés ne sont pas nécessairement des islamistes. On fait un exemple, les Nigériens, qui ont quand même une importance, qui ont même une licence criminelle très importante, sont en majorité relative, mais en majorité chrétiens. Ça n'empêche que ce soit quand même une invasion non assimilable, une invasion particulière et négative. Il y a beaucoup d'immigration de l'Est. Il y a, parmi les Chinois, il y a des triades. Et dans la triade, il y a aussi l'alliance de la drogue entre le Kosovo, la Chine, pas la Chine, disons la triade, le Kosovo dans l'ensemble, et disons certaines institutions américaines. Alors c'est un ensemble beaucoup plus compliqué de ce qu'on imagine. Alors justement, les phénomènes migratoires sont-ils réversibles? Pour moi, oui, parce que justement, la question est économique et culturelle. Tout ce qui vient depuis la décolonisation des années 60 fait de manière que les vagues viennent vers le nord et qu'il n'y a plus d'investissement et de développement vers le sud. Je parle de l'Afrique. Ça serait tout à fait faisable par une politique européenne de développer l'Afrique de manière telle qu'il n'y a pas tellement d'intérêt de venir en Europe. C'est tout à fait faisable, surtout en point de vue économique. Puis quand je parle des tapins du choc de civilisation, je prends justement ceci, qu'on nous parle du danger des fondamentalistes islamiques, et avec cette excuse, on détruit justement tous les régimes qui ne sont pas fondamentalistes islamiques, et on le détruit avec les fondamentalistes islamiques. Que quand on parle de choc de civilisation, l'ennemi désigné, c'est la Syrie, ou c'était l'Irak, ou ce que vous voulez, ce n'est jamais l'Arabie Saoudite, alors que le fondamentalisme vient de là. Donc c'est un guet-apens, parce que nous avons la pression de résoudre un problème, enfin de saisir un problème, de le cerner, par des catégories qui ne sont pas exactement les mêmes. Et on est obligé, en suivant cette logique, de s'appuyer avec un autre bureau. Parce que on croit, par exemple, qu'une certaine défense de l'Occident vis-à-vis d'une invasion islamique peut sauver l'Europe, alors que l'invasion islamique et pas islamique est créée par l'Occident. Donc c'est surtout en s'opposant à l'Occident qu'on arrête l'invasion islamique. Quand je dis en opposant à l'Occident, je dis bien en créant l'Europe. Parce qu'Europe et Occident, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout, Europe et Amérique, ça n'a presque rien à voir. Les États-Unis, l'idéologie américaine, depuis le XVIIe siècle, est fondée, sans aucune exception, sur la haine de l'Europe. C'est la haine du père, c'est Freud. Et eux, pour eux, Freud, ça va très bien. Je dirais ce qui est quand même irréversible, c'est les flux migratoires, quand même, qui viennent d'Asie ou d'Afrique subsaharienne du Nord. L'Angleterre, c'est 200 000 personnes par an, la France, c'est 170 000. Quelle est la très chère statistique, parce qu'avec le droit du sol, ils sont chez eux, etc. Et ça, c'est tout de même très préoccupant. Oui, mais c'est pas vrai que ce soit irréversible, pour deux raisons différentes. Il y a une raison structurelle, c'est-à-dire tout à fait simple. Si on arrête de payer la dette américaine, on commence à faire grandir, on faire des investissements, même entre guillemets coloniaux dans leur pays, on a beaucoup moins de gens qui viennent, pour commencer. Par la suite, c'est pas vrai que ce soit irréversible, parce qu'on est prisonnier des atouts qui sont fous. Par exemple, on discute à partir de combien de temps quelqu'un doit devenir européen, ou italien, ou belge. Mais c'est absurde. Alors, c'est une logique internationaliste, cosmopolite et absurde. Quelqu'un ne peut pas devenir quelque chose qui n'est pas. Parce qu'on confond de tout. On confond le droit d'être sur un sol et le droit de devenir quelqu'un d'autre. On confond le droit et on confond le devoir. Et puis en plus, on a cette logique à la fois idiote, masochiste et raciste,
par laquelle, en offrant notre passeport à quelqu'un d'autre, on l'améliore. Donc, si je fais devenir un Libyen italien, je l'améliore. On a démontré, de la façon dans laquelle ils sont même capables de mourir, que très souvent les Libyens sont meilleurs que les Italiens. Donc, pourquoi je dois considérer que je sois meilleur à tout prix? Je sois moi, il est lui, et l'autre est une autre personne. À trois, on fait un trio. Mais si chacun devient la même personne, on ne fait plus un trio, on fait autre chose. Alors, le problème, c'est qu'on a des bases, entre guillemets, idéologiques qui ont été imposées sans que personne ne va les discuter, qui sont absurdes, qui sont un contresens. Parce que si on va demander à Israël ou en Chine de devenir chinois ou israélien, ils se mettent à rire, ils ont raison. Alors, déjà ça, et puis bon, c'est une politique qui est structurée qui est mal structurée, mais qui est structurée. Je ne vais pas jouer les conspirationnistes, mais structurée, une clé anti-européenne, parce que bon, les États-Unis n'ont pas encore fait face à la situation actuelle. Ils ont peut-être du temps pour comprendre, mais dans les derniers 3 siècles, ils ont eu un seul objectif, c'est de devenir plus forts de leur père et de les piétiner. Et leurs politiques stratégiques se font toujours sur la division américaine et européenne. Ce n'est pas écrit dans les journaux de centre-gauche, de centre-droite ou martiens, c'est écrit dans par leurs propres idéologues. Donc, c'est le fait. Alors, l'Europe gère par des technocrates et par des commissaires la meilleure façon de se faire détruire dans une logique qui ne lui appartient pas. Ce qui est absurde, justement, quand il y a une croissance dans d'autres pays, peu importe lequel, mais d'autres pays qui sont en croissance et qui sont en train de discuter, de mettre en discussion quand même les monopoles, je ne parle l'hégémonie, mais les monopoles américains, il faudrait peut-être s'arranger un peu plus avec les autres pays, un peu moins avec le patron. Merci. Je suis Giancarlo Ferrara. Je voudrais poser une question, on reviendrait un peu aux autres problèmes européens, en particulier à la situation en Italie. C'est en ton opinion quel sera le développement des événements en Italie et sur la crise de l'euro, des dettes publiques, parce qu'aujourd'hui certaines ambiances judéo-américaines ont souligné que l'Italie c'est, comment dire, le premier danger maintenant pour l'économie mondiale. C'est normal qu'ils disent ça, mais quelle peut être l'évolution de cette situation dans les mois prochains? Alors, je dis ce que je... Alors, déjà, ce que je pense, je crois que parmi tous les gouvernements qui ont eu lieu de l'après-guerre, en Italie, il y a 3 gouvernements qui se sont sauvés. Et après ces 3 gouvernements qui se sont sauvés, tout le départ, l'ébauche de départ de l'activité proposée par Berlusconi, par le Berlusconi 4, avait plusieurs éléments intéressants. En particulier, du point de vue économique et énergétique à niveau international. Bon, ça a été complètement bafoué. Bon, c'est évident, maintenant, c'est pas la peine de voir qui gouvernera demain. Je pense, bon, tout à voir, je pense pas qu'ils iront aux élections anticipées, je pense qu'ils s'arrangeront pour une majorité élargie. De toute manière, en Italie, les gens qui dicteront la politique, ce seront les Draghi, les Monti, les Amato, donc les mêmes qui nous ont fait faire faillite et qui vont nous faire faillite. On ne nous pardonnera jamais de nous avoir endettés si peu dans les dernières 12 ans. Donc il faudra aller beaucoup plus vite. Donc l'Italie est dans un gouffre total. En plus, avec toute la stratégie américaine et anglo-française, si tu veux, enfin sarco-anglaise, parce que c'est beaucoup plus nuancé, parce que la France n'a pas gagné grand-chose, si on va bien voir. L'Italie a tout perdu à niveau énergétique, économique, stratégique dans l'Afrique du Nord. Donc, globalement, l'Italie risque de faire une banqueroute sociale totale, alors que son économie se porte pas si mal par rapport aux autres économies. Mais les commissaires du rating, aujourd'hui, ont décidé que ça porte mal. C'est-à-dire qu'on pourrait faire la même chose sur les États-Unis. En plus, c'est vrai, parce que l'économie américaine se porte très mal.
quelqu'un qui peut dire quelque chose en plus sur l'Italie, je crois. Hein? Si, perché j'ai reçu hier un courrier de la part de M. Estoulin qu'on a cité en demandant que ce think tank doit être ouvert aux propositions, aux notices, aux travaux qui viennent de ce chercheur un peu contre-courant. Et il m'exhorte, il m'écrit: Mario, tu dois dénoncer au Parlement européen le fait que les institutions européennes, surtout les institutions financières et économiques, ont obligé le chef du gouvernement italien à faire un pas en arrière. Et je te demande si toi tu partages cette opinion, et dans le cas positif, tu as déjà un peu envisagé le problème. C'est quoi qui a déterminé cette conjuration, je dirais, un fait un peu unique dans la politique européenne, que tout le monde, droite, centre, tout le monde est contre ce ils sont contre Berlusconi ou sont contre l'Italie? Alors, bon, je partage de Toby. Deuxième question. C'est très intéressant la proposition de think tank, et j'ajoute un secteur qui manque à nos groupes. J'ai fait cette proposition dans mon groupe, on n'a encore pas décidé bien, et c'est la nécessité de mettre à disposition à départ de certains groupes, un service de documentation. Nous ne savons pas ce qu'on écrit sur la géopolitique dans les revues russes et des fois aussi dans les revues italiennes ou suisses, économiques ou financières. Et la bibliothèque et la documentation institutionnelle, c'est pauvre. C'est mieux la bibliothèque de Mobile que la bibliothèque du Parlement européen. Donc, il y a la nécessité de créer des sources fiables, intéressantes, et aussi, évidemment, un peu hérétiques sur beaucoup des arguments, en particulier sur le sujet que tu as vu. Oui, alors commençons par la première question. La deuxième, c'est plutôt c'est pas vraiment une question, mais on en parlera de suite. Alors, je suis d'accord sur ta constatation. Il est évident, on peut penser très bien, très mal ou rien du tout de Berlusconi, mais il est évident que imposer la chute, imposer de l'étranger la chute d'un chef de gouvernement, ça signifie qu'il y a une souveraineté très limitée. Du reste, d'une manière différente, ce qui s'est passé en Irak que ce qui est passé en Libye. Alors, quelles sont les raisons de cette haine? D'après moi, il y en a trois. De cet acharnement, d'après moi, il y en a trois. La première est évidemment celle qu'il y ait une offensive, disons américaine, bon, c'est plus compliqué, mais une offensive pour changer, assez rapide pour se remettre en ligne par rapport à l'avancée chinoise en Afrique et par rapport aux changements internationaux. Donc il faut à tout prix avoir un contrôle de la Méditerranée qui ne soit pas tenu par les gens méditerranéens qui sont beaucoup plus fous que les autres. Les Méditerranéens ne sont pas fiables, non, dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a la haine de l'Italie et la haine de Rome, pas de Rome la ville, parce que moi je l'avais dire aussi, c'est pas le problème. Il y a la haine de Rome pour ce qu'il représente à niveau historique, parce que c'est soit Rome, soit autre chose. Et les autres soient que ce soit Rome, soit autre chose. Et le troisième, c'est que Berlusconi est un parvenu. Alors, en étant un parvenu, un type qui n'a pas fait un curriculum vitae, qui n'a pas fait de la carrière et qui a de l'argent tout seul et qui a des idées, qui pense de pouvoir faire les choses en sortant de l'ensemble, il faut quand même démontrer à tout le monde qu'il ne fera pas suffisamment de route, parce que si les parvenus commencent à faire de la route, alors il n'y aura plus les galopins qui font la route, il n'y aura plus les porteurs de serviettes qui font la route. Donc je pense que ça aussi, ça joue dans l'acharnement. Puis on peut ajouter un quatrième élément, c'est qu'il y a la logique des agite propres
demandé sur la technique. Je ne sais plus, je pense que c'est pas si elle est léniniste ou ça vient après, donc de la personnalisation de l'ennemi. Donc ils ont tellement personnalisé l'ennemi, et l'ennemi est tellement resté longtemps qu'il y a aussi de la haine, de la vraie haine, qui s'est formée là-dessus. Tu ne penses pas quand même que l'individu en question a tout fait pour se faire etc. Pas plus que tous les autres. Pas plus que tous les autres. Je trouve indulgent. Non. C'est toi qui ne connais pas les autres. ni tout le reste qui est sorti. Ni tout le reste qui est sorti. Ruben Rosiers, j'ai deux questions. Premièrement, quand, disons, demain, nous sommes les patrons en Europe, disons, par exemple ici en Flandre ou en Bruxelles, je pense, je n'ai pas le nombre officiel, mais je pense que 80% de ces villes, ce sont des immigrés. Donc pour ça, il y a deux questions. Premièrement, quand demain nous sommes les patrons, c'est pas déjà comme ça à Rome, pas déjà 80%, mais bon, ici, nous sommes des étrangers dans notre propre pays, dans notre propre ville. Premièrement, donc, les immigrés de l'Afrique du Nord, Marocains, Tunisiens, tout ça. Donc, quelle est la solution pour ça? Parce que 80%, quand même, quand nous sommes les patrons, demain, nous sommes encore des étrangers dans notre propre ville. Et la première chose, c'est, par exemple, en Flandre ou en Wallonie, il y a des villes où il y habite aussi des immigrés de l'Europe, des Espagnols et aussi des Italiens. Par exemple, en Belgique, il y a 300 000 ou 400 000 Italiens. Donc, par exemple à Genk, je pense que la majorité, pour l'instant, ce sont les Italiens. Je n'ai rien contre les Italiens. Je dois répéter ça. Mais bon, c'est aussi une situation vraiment spécifique. Donc, pour nous, pour les Flamands, pour les Wallons, par exemple, Jean-François habite à Tubize, il y a 20 000 habitants, il y a 5 000 Italiens. Donc, à peu près. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait avec les groupes, la majorité dans les villes européennes, c'est même à Paris, à Londres, dans les étrangers, et autrement, comment on peut coopérer avec des Italiens, par exemple ici en Belgique, parce que 400 000 personnes, c'est une force énorme. Donc, comment on peut, les Flamands, comment on peut coopérer avec les Italiens à l'étranger? Oui, bon, je n'ai pas la baguette magique, malheureusement. Et en plus, je crains qu'on ne sera pas patron de chez nous dans 10 jours. Ceci étant dit, il faut quand même voir les choses toujours dans son ensemble. Parce qu'on les voit telles qu'elles sont, c'est toujours sans solution. Dans son ensemble, il faut considérer plusieurs éléments. D'abord, que quand il y a des grandes agglomérations internationales, ce qui est cosmopolite, ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, avant que la situation change réellement, il faut beaucoup d'années. Ce qui veut dire, pas dire qu'il faut attendre beaucoup d'années pour qu'elle change. Attention, il faut créer les solutions pour qu'elles changent. Alors, comment on crée les solutions pour qu'elles changent? On revient là-dessus. D'abord, créer des attraits pour attirer les gens chez eux, ce qui est tout, parce que les gens, je crois quand même que les gens ne partent pas tellement vraiment contents. Donc, s'il y a des possibilités pour qu'ils soient contents chez eux, c'est déjà quelque chose. Et il faut aussi que les gens chez nous soient contents d'être. Alors, évidemment, si la politique, si la culture égoïste et l'absence d'intérêt économique font que nous soyons en chute démographique, ça c'est fini. Donc la chose, ça se change avec un taux démographique qui change complètement et un différent développement économique ici et ailleurs. Évidemment, ça ne sera pas pour demain. Je peux trouver des solutions théoriques, et encore, 20 personnes peuvent trouver des solutions théoriques, après il s'agit de les imposer. Et ça, c'est autre chose. Mais, déjà le fait, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se posent la question et se disent tous qu'on ne peut rien faire. C'est des gens qu'on commence à comprendre qu'on peut faire quelque chose, peut-être que les gens peuvent commencer à suivre un chemin. Concernant votre opinion sur la Russie, quelle est votre opinion, quel peut être le rôle pour vous de la Russie?
Et deux, comme je le connais un peu, j'ai une grande critique concernant le gouvernement russe. Une de mes grandes critiques que j'ai, c'est que depuis combien de temps, depuis 1999 en Serbie, l'OTAN a attaqué tous les alliés de la Russie, et à part avoir la grande gueule, les Russes n'ont rien fait. Moi je pense que si les Russes avaient lancé quelques troupes d'élite, par exemple récemment en Libye, les Américains n'auront jamais osé attaquer. Pourquoi est-ce que, à votre avis, les Russes ne font rien et laissent tomber leurs alliés, pourtant les alliés sont nécessaires? C'est l'une des différentes questions qu'on peut se poser sur la Russie. Il y en a aussi d'autres. Par exemple, est-ce que les Russes ont décidé d'être européens ou asiatiques ou d'être russes? Je pense qu'ils ont décidé d'être russes. Je pense que ce sont des importants partenaires fondamentaux pour l'Europe, mais qu'ils doivent garder, qu'ils garderont leur propre spécificité. Ceci étant dit, c'est difficile parce que pour nous, je veux dire, nous avons les visions de choses qui sont relativement plastiques. Mais on ne connaît pas les réels rapports de force. Parfois entre les puissances qui sont cyniques, parce que toutes les puissances sont cyniques, parfois entre les puissances, on s'est dit, je préfère renoncer à cette alliée ou à cette situation plutôt que perdre plus, ou bien je peux la changer dans un chantage. Je gagne par exemple de place en Asie centrale vis-à-vis de ceci. Donc nous ne connaissons pas la situation derrière. Mais ce qu'il faut arrêter de faire, là voilà, ça c'est important, ce qu'il faut arrêter de faire, parce que quand on se trouve face à une situation qui est quand même gênante, parce que la situation actuelle est au moins gênante, on se dit qu'il se trouve que le monde est géré par de la canaille ou qui est géré, très souvent c'est le cas, par des bandits. Quelqu'un m'avait prédit que le bandit gouvernait le monde, ça me paraît évident parce que surtout les mafias qui gouvernent le monde, parfois avec des trucs institutionnels, c'est des mafias. Bon, quand on essaye quand on voit les choses, puis on voit chaque acteur. L'acteur peut être la Turquie, peut être l'Iran, peut être la Russie, peut être la Chine, peu importe qui ça. Et alors on commence à espérer que cet acteur, ce soit le chevalier blanc qui sauve l'humanité contre les dragons. Non, ce sont d'autres puissances. Donc il faut toujours considérer qu'il s'agit quand même des éléments cyniques. Et le problème, c'est dans la dialectique de ces éléments, essayer de trouver un espace de l'imposer. Parce que sinon, on a un poète italien qui à l'époque de l'unification italienne, avant, il avait écrit dans une poésie parlant de Lombard et de front. C'est-à-dire, il faisait voir que, d'après lui, les Italiens de l'époque, pour se libérer des Lombards, s'appuyaient sur le front. Et puis, quand ils arrivent au front, ils se partagent ensemble. Donc, il dit l'uno con l'altro sul collo sta. L'un plus l'autre sont sur votre cou. Et alors, c'est toujours le cas si on attend d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Si par contre, dans les antithèses ou dans les rivalités ou dans les échanges de situations, on essaie d'avancer, c'est bien autre chose, mais il faut avancer tout seul. Et ça, c'est fondamental, parce qu'autrement, si on attend que ce soit à Téhéran, ce soit à Madrid, ce soit à Bagdad, ce soit à Moscou, ce soit en Finlande, si on espère qu'il y a un axe que les autres, que le bandit appellerait un axe du mal, que le revers appellerait un axe du bien, c'est fichu, parce que ça n'existera jamais. Si ce ne sont pas plus de questions, nous sommes en perfect. C'est parfait parce qu'à 19h nous devons quitter la salle. Oh, sinon. Bon, plus de questions. Merci à Gabriele pour la très intéressante relation et à tous pour. Ah non, je n'ai pas répondu à Marc. Ah oui, non, je n'ai pas répondu à la deuxième chose, à la proposition qui est fondamentale. Il paraît ça. Non, parce que, alors,
évidemment, pour ce qui concerne, tu disais, il faudrait peut-être mettre ensemble il faudrait créer une espèce de groupe de lecture et des traductions. Alors, la question est si vous trouvez les traducteurs, je trouve la lecture, sans aucun problème. Oui, mais il faut aussi les faire circuler. Donc, je propose aussi une autre question, celle de liaison, je propose aussi la création d'une liaison, du groupe, l'archipel, du groupe de banque, etc. Donc, Jean-Michel joue un rôle un peu fédérateur de ce espace pour mettre en contact tous ceux qui étudient et qui peuvent utiliser à des fins politiques et surtout métapolitiques ce travail. Oui, partant de traducteur, je veux dire, si quelqu'un est capable de traduire des choses sélectionnées en anglais et en français. Mais nous avons ici, le service gratuit de traduction, donc il n'y a pas ce problème. Les langues européennes, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait faisable, même comme rendez-vous mensuel. Bon. Alors, encore une fois, merci à Gabriele pour la très intéressante relation et merci à tous vous pour les questions et pour la très belle conférence que vous avez ce soir ici. Deux questions pratiques.